Ouais. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la maladie de Behçet. Donc on passe maintenant des maladies auto-immunes, du groupe des maladies auto-immunes au groupe des maladies auto-inflammatoires. Et la maladie de Behçet en fait partie. C'est une maladie qui n'est pas auto-immune, elle ne se caractérise pas par la présence d'auto-anticorps, mais c'est une maladie systémique parce qu'elle touche plusieurs organes. Elle est fréquente dans notre pays, elle est fréquente dans la région méditerranéenne, on va le voir. Et elle détient son nom d'un médecin ophtalmologiste turc qui a découvert la maladie en 1937. Donc, c'est une vascularite, donc elle fait partie du groupe des vascularites. Elle reste d'étiologie inconnue, elle touche surtout les vaisseaux, mais surtout les veines. Et elle associe plusieurs atteintes, notamment des atteintes cutanées à type d'aphthose buccale et génitale, une atteinte oculaire, et sa symptomatologie est de plus en plus enrichie par la présence de nouveaux signes, notamment des localisations viscérales telles que les atteintes neurologiques qui ont été très bien décrites ces dernières années avec l'avènement de l'imagerie et de l'IRM notamment. Le diagnostic, il est là aussi essentiellement clinique, donc il n'y a pas d'examen biologique qui va nous permettre de retenir le diagnostic. Retenez bien deux choses. C'est une maladie qui engage aussi bien le pronostic fonctionnel que le pronostic vital. C'est une maladie qui peut être bénigne quand elle ne touche que la peau ou les muqueuses. Elle peut rester longtemps bénigne sans qu'il y ait de complications qui engagent le pronostic fonctionnel ou vital. Par contre, dans d'autres cas, elle peut engager le pronostic fonctionnel et essentiellement oculaire entraînant une cécité, ou elle peut entraîner le décès par l'existence d'une atteinte vasculaire, disons grave, ou d'une atteinte neurologique. Donc voilà essentiellement les facteurs pronostiques de cette maladie. Le traitement est essentiellement symptomatique parce qu'on n'a pas trouvé la cause de cette maladie, donc on ne peut pas trouver le traitement efficace à 100%. C'est une maladie chronique et donc elle nécessite un traitement au long cours et notamment pour l'instant un traitement symptomatique. Sur le plan épidémiologie, vous savez qu'on peut dire qu'au niveau du Maroc, nous avons réuni au niveau du CHU Ibn Rushd de Casablanca une série qui est actuellement de plus de 2000 cas et qui est donc la 4e série au monde après l'Iran, la série de l'Iran, la série du Japon, la série de la Turquie et donc la série de la Corée. Donc, c'est vraiment une maladie qu'on appelle une maladie de la route de la soie parce qu'elle épouse tout le pourtour méditerranéen et elle touche aussi bien le Proche-Orient, le Moyen-Orient et la région méditerranéenne. Sur le plan génétique, on a découvert que c'est l'antigène, cette fois-ci HLA de type 1, et non pas de type 2 comme dans les maladies auto-immunes. De type 1 et plus spécifiquement l'antigène HLA B5, B51 qui est fréquent dans cette maladie, mais bien sûr ce n'est pas un argument diagnostique. Alors voilà, c'est la maladie de la route de la soie, donc qui passe par l'Iran, la Turquie, la Grèce, le Japon également, et qui va vers la région méditerranéenne pour toucher le Maghreb. Donc, pourquoi cette maladie est intéressante à connaître? Parce que c'est une maladie qui touche essentiellement l'homme jeune. Donc, l'homme en pleine activité professionnelle ou en pleine activité d'étudiant, donc entre 20 et 30 ans. Et elle est quand même rare chez le sujet âgé. On peut avoir certains cas chez l'enfant, mais ce n'est pas la règle. Elle touche, là, cette fois-ci, elle touche essentiellement l'homme, donc 3 hommes pour une femme. Mais on peut avoir aussi des formes féminines. Quand il y a peu de symptômes, ça touche aussi bien les hommes que la femme. Mais retenez que c'est une pathologie essentiellement masculine.
Donc, il y a certains gènes qui ont été étudiés, notamment le gène MICA. Les autres pistes pathogéniques n'ont pas donné quelque chose d'important, sauf peut-être pour le facteur infectieux. On a incriminé le streptocoque bêta du groupe hémolytique, le streptocoque du groupe hémolytique bêta A. Et donc, il pourrait y avoir un lien entre ce germe et cette maladie de B7. Donc, elle est multifactorielle, comme vous avez vu. Sur le plan clinique, il y a les manifestations cutanéo-muqueuses qui représentent le diagnostic de certitude pratiquement dans toute maladie de B7. Il y a des manifestations cutanéo-muqueuses et notamment des manifestations d'aphthose, aussi bien buccale que génitale. Mais surtout, les aftes buccaux sont pratiquement présents dans 100% de cas. C'est quoi un afte? Donc, ces aftes, ce sont des ulcérations douloureuses à fond jaunâtre, fond beurre jaunâtre, couleur du beurre, et qui sont douloureuses, qui sont entourées d'un liseré blanchâtre et qui disparaissent donc au niveau buccal sans laisser de cicatrices. Par contre, voilà un petit peu comment se manifestent ces différentes aphtoses. Par contre, au niveau génital, ce sont des ulcérations qui vont être de la même couleur que les aftes buccaux, qui peuvent venir d'ailleurs en même temps, mais qui laissent des cicatrices comme vous voyez en bas. C'est des cicatrices blanchâtres, donc qui peuvent aussi être de grande valeur diagnostique. Voilà, et puis on peut avoir ces aftes un peu partout, aussi bien au niveau du tube digestif qu'au niveau de la peau, qu'au niveau anal, sans problème. Autre atteinte cutanée, la pseudofolliculite. C'est quoi une pseudofolliculite? C'est une pustule jaunâtre pleine de pus, mais c'est aseptique en fait. Il n'y a pas de germe spécifiquement à l'intérieur et elle est donc non centrée par un poil. Alors que la folliculite est centrée par un poil, la pseudofolliculite n'est pas centrée par un poil. Très important pour le diagnostic, on peut avoir des sensibilités au niveau cutané de la peau chez ces patients-là. Dès qu'il y a une éraflure ou une blessure, il peut faire une réaction d'hypersensibilité retardée à certains vaccins, certaines piqûres d'insectes, etc. Et justement, il y a un test qui permet de valoriser ce diagnostic, vraiment très important, qui est pratiquement spécifique du diagnostic de la maladie de B7, c'est le Patergy test ou test d'hypersensibilité cutanée. Comment on fait? On prend une seringue à insuline, on la remplit de 1 ml de cc de sérum salé. On fait une injection sous-cutanée, on injecte ce liquide-là, on retire la seringue et on entoure le point de ponction. Au bout à peu près de 48 heures jusqu'à 72 heures, on peut revoir le lieu où a été fait cette injection et on peut voir une réaction de pseudofolliculite ou de rougeur au niveau du point de ponction et à ce moment-là, on dira que le test est positif. Ensuite, comme autre manifestation cutanée, les atteintes cutanées telles que les érythèmes noueux ou des nodules dermo-hypodermiques. Ce sont des nodules qui sont assez profonds, qui sont infiltrés en placard ou comme des ronds qui ont la taille d'une pièce de monnaie de 5 dirhams à peu près et qui sont durs et rouges et deviennent violacés. Mais ce n'est pas spécifique de la maladie. Sur le plan articulaire, l'atteinte articulaire elle est aussi fréquente. Retenez essentiellement que c'est des atteintes des membres inférieurs et souvent c'est des arthralgies ou une oligoarthrite qui atteint les genoux, les chevilles chez l'homme. Donc toute atteinte à type d'oligoarthrite chez un homme jeune doit faire penser à la maladie de B7 et c'est bénin comme atteinte. On peut avoir une atteinte aussi sacro-iliaque avec carrément parfois des associations à un syndrome de spondylarthropathie qui peut entrer dans le cadre de cette maladie de B7. Les autres atteintes sont plus rares. L'atteinte musculaire est rare, c'est pas une atteinte, disons, qu'on pourrait retenir au premier plan, mais elle peut exister à type de myosite et qui peut poser le diagnostic différentiel avec une phlébite quand on a une induration musculaire, par exemple au niveau de la jambe.
L'atteinte oculaire, par contre, est très importante à connaître. C'est la deuxième atteinte après l'atteinte cutanéo-muqueuse. Et articulaire, on peut la classer comme troisième, mais sur le plan gravité, je peux dire que c'est la première atteinte qu'il faut retenir pour le pronostic justement fonctionnel qu'elle peut entraîner. Et bien, c'est des lésions d'uvéite, d'inflammation oculaire qui peuvent aller de l'uvéite antérieure à l'uvéite postérieure, au décollement rétinien, à des vascularites rétiniennes et qui sont graves. Ça peut donner un œil rouge comme ça, comme vous voyez sur la photo en haut et à droite avec du pus dans l'œil. En fait, ça s'appelle l'uvéite à hypopion. Et ça, c'est pas la manifestation oculaire la plus fréquente, mais quand elle existe, elle est très pathognomonique pratiquement de la maladie de Behçet. On peut avoir une atteinte postérieure, une inflammation de l'UV, une uvéite postérieure aussi, qui peut se retrouver dans la maladie de Behçet. On peut avoir aussi des lésions un peu moins sévères, mais aussi présentes, telles qu'une inflammation de la sclère ou de la cornée, une épisclérite ou un aphte carrément. Le pronostic de cette atteinte oculaire, il est sévère quand on a des uvéites à répétition. Et les complications sont irréversibles, telles que la cataracte, mais aussi le glaucome et parfois même jusqu'à la cécité, quand le diagnostic n'est pas fait de manière précoce. Donc, il faut une prise en charge multidisciplinaire. L'atteinte neurologique est l'atteinte aussi grave par excellence et qui peut carrément engager le pronostic vital. Ce sont des atteintes neurologiques centrales, essentiellement parenchymateuses, avec des accidents vasculaires cérébraux, des hémiplégies qui font toute la gravité de la maladie. Donc, ça peut être aussi des méningites qui sont un peu moins graves, mais surtout des atteintes des nerfs crâniens aussi, des atteintes du système nerveux central. Sur le plan de la fréquence, l'atteinte du système nerveux périphérique est moins fréquente, avec l'atteinte aussi parfois des thrombophlébite cérébrales, l'atteinte des veines cérébrales. Certaines manifestations psychiatriques peuvent être aussi observées et ces maladies, cette atteinte neurologique ou neuropsychiatrique a donc fait l'effet quand même d'une amélioration après l'avènement des corticoïdes et des immunosuppresseurs quand ils sont introduits tôt. L'atteinte vasculaire est très importante à connaître. Donc, si on doit connaître certaines atteintes au cours de la maladie de Behçet, c'est l'atteinte cutanéo-muqueuse, l'atteinte oculaire, l'atteinte neurologique, l'atteinte vasculaire, l'atteinte articulaire étant bénigne. L'atteinte vasculaire, ça dépend. Est-ce que c'est une thrombose veineuse qui touche les petites veines, enfin les veines sous-poplitées? À ce moment-là, c'est des thromboses qui ne sont pas très graves. Mais quand elle atteint des thromboses des gros troncs, notamment des thromboses des membres inférieurs, iliaques, fémorales, ce qui est souvent le cas, eh bien, c'est une atteinte sévère et qui peut engager le pronostic fonctionnel et vital chez ces patients jeunes. Donc retenez bien que j'ai dans notre contexte maghrébin, chez tout patient homme jeune qui fait une thrombose récidivante des membres inférieurs, une thrombose veineuse, eh bien il faut penser à cette maladie, à la maladie de Behçet. Donc les thromboses veineuses superficielles ne sont pas graves, mais les thromboses veineuses profondes doivent retenir toute notre attention, notamment des thromboses au niveau iliofémoral, au niveau des veines sus-hépatiques ou en association avec des anévrismes pulmonaires, par exemple, dans le cadre d'un syndrome qu'on appelle Hughes-Stovin, ou dans le cerveau, on peut avoir aussi des thromboses veineuses cérébrales. L'atteinte artérielle est un peu plus rare. Elle se manifeste surtout par des anévrismes et plus rarement par des thromboses artérielles. Les anévrismes, souvent, on les voit au niveau pulmonaire, mais on peut les voir aussi au niveau cérébral. Ils peuvent engager le pronostic vital et entraîner une hémorragie parce que cette hémorragie va être mortelle. L'atteinte cardiaque, beaucoup plus rare, mais on peut la voir. On a vu surtout des myocardites avec troubles du rythme qui peuvent engager le pronostic vital, plus rarement des endocardites ou des péricardiques, donc à ne pas retenir spécifiquement.
L'atteinte pulmonaire aussi peut s'accompagner d'hémoptysie avec de la vascularite pulmonaire qui peut être responsable justement de certaines images thoraciques avec des infiltrats. L'atteinte digestive peut se voir, elle peut être soit bénigne, quelques douleurs abdominales, des diarrhées, mais elle peut être aussi sévère avec des aphtes au niveau intestinal et une altération de l'état général. L'atteinte rénale est exceptionnelle, c'est juste pour que vous sachiez que ça peut exister. D'autres atteintes telles qu'une épididymite peuvent se voir et ça peut parfois faire penser au diagnostic. On peut avoir une fièvre dans le cadre de la poussée de la maladie et il peut y avoir dans les atteintes neurologiques sévères une altération de l'état général. Sur le plan clinique, il n'y a pas grand-chose comme je vous ai dit dès le début. Donc on ne se base pas sur la biologie pour faire le diagnostic d'une maladie de B7. Bien sûr, il y a le test d'hypersensibilité cutanée dont on a parlé. On peut faire des radios selon l'emplacement de l'atteinte articulaire avec une radio souvent assez, disons, systématique des sacro-iliaques et du rachis avec atteinte, quand il y a une oligoarthrite par exemple des membres inférieurs. L'atteinte oculaire, quand il y a une baisse de l'acuité visuelle, on peut compléter par une angiographie pour voir un petit peu les lésions de vascularite chez ces malades et ces lésions sont fréquentes. L'atteinte neurologique, quand on a des signes cliniques qui vont nous orienter vers une atteinte neurologique centrale, l'IRM et plus spécifiquement l'angio-IRM cérébral permet de montrer des lésions de la substance blanche. L'atteinte vasculaire, l'examen essentiel, c'est l'échodoppler veineux. Et puis, l'atteinte digestive, quand elle existe, elle sera le siège donc d'une indication à une endoscopie digestive. Sur le plan diagnostic positif, il y a des critères sur lesquels on se base pour pouvoir poser le diagnostic et notamment l'existence d'une aphthose buccale et une ou plusieurs de ces manifestations, d'une aphthose génitale, des lésions cutanées associées qu'on a vues, une atteinte oculaire et un test Patergy test positif qui est lu entre la 24 et la 48e heure. Sur le plan diagnostic différentiel, il peut y avoir plusieurs diagnostics différentiels tels que des aphtoses, toute aphte buccale ne veut pas dire maladie de B7, toute uvéite ne veut pas dire maladie de B7, toute thrombose veineuse ou thrombose artérielle ou sténose artérielle ne veut pas dire systématiquement maladie de B7. Donc il y a plusieurs diagnostics différentiels dans ce sens. Sur le plan pronostic, retenez une chose, il peut y avoir des maladies de B7 bénignes qui ont une atteinte spécifiquement cutanée ou muqueuse ou articulaire, ça c'est pas grave. Une atteinte sévère, quand il s'agit d'une atteinte oculaire ou d'une atteinte neurologique ou d'une atteinte vasculaire profonde, à ce moment-là, on peut dire que le pronostic est sévère à long terme. Bien sûr, sur le plan thérapeutique, on va essayer de limiter ces séquelles-là, de prévenir les rechutes. Pour traiter une aphthose buccale ou buccogénitale dans le cadre d'une maladie de B7, on va s'aider de la colchicine et puis la corticothérapie, on va la laisser pour certaines atteintes un peu plus compliquées. Et bien sûr, on donnera un traitement anticoagulant quand il y a une thrombose. Donc, les traitements immunosuppresseurs, c'est surtout le cyclophosphamide ou l'endoxan, l'imurel ou l'azatioprine qu'on utilise le plus dans notre contexte. Certaines nouvelles molécules telles que les anti-TNF sont de plus en plus utilisées. Et bien sûr, d'autres médicaments en fonction des atteintes viscérales qu'on a vues. Alors, par exemple, l'atteinte cutanée ou muqueuse, je vous ai dit, c'est essentiellement la colchicine. C'est ce que vous devez retenir. Pour l'atteinte articulaire, on peut donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou une petite dose de corticothérapie, ainsi que la colchicine associée. Pour l'atteinte neurologique, c'est essentiellement des bolus de corticoïdes parce que c'est une atteinte grave associée à des immunosuppresseurs en intraveineuse. Pour l'atteinte oculaire, ça sera essentiellement des corticoïdes, surtout une corticothérapie orale avec immunosuppresseur quand il s'agit d'une uvéite postérieure ou d'une uvéite antérieure récidivante.
Pour l'atteinte vasculaire, ça serait une corticothérapie de moyenne dose pour les thromboses, par exemple des membres inférieurs. Quand il s'agit de thrombose des gros troncs ou au niveau des thromboses des veines caves, par exemple, ça va être une corticothérapie à forte dose avec un immunosuppresseur en intraveineux et des anticoagulants, bien sûr. Sur le plan cardiaque aussi, s'il y a une atteinte coronaire ou myocardique, on va citer une corticothérapie également à forte dose ou en bolus. Même chose pour l'atteinte digestive, quand elle est sévère, on va aller à une corticothérapie qui peut être de moyenne dose. En général, quand c'est une atteinte mineure, telle que des diarrhées ou des vomissements ou certaines douleurs abdominales, on peut céder une corticothérapie de faible dose. La surveillance est très importante parce que c'est une maladie chronique. Ces malades ne doivent pas guérir d'une atteinte et disparaître. On doit les suivre tout le temps au long cours pendant plusieurs années. En conclusion, donc cette maladie de Behçet, elle est, disons, pas très fréquente, disons, sur le plan par rapport aux autres maladies, mais elle existe bien dans le pourtour méditerranéen, surtout dans le contexte maghrébin. Il ne faut pas oublier qu'elle associe une aphthose buccale génitale, une uveitis, une atteinte neurologique, une atteinte vasculaire, qui font la gravité de la maladie. Il faut donc faire le diagnostic rapidement pour éviter qu'il y ait des complications irréversibles, et notamment la cécité chez ces patients, surtout quand il y a une atteinte oculaire. Et donc, il n'y a que le traitement précoce qui va permettre d'éviter les rechutes et les formes sévères de la maladie.